Salam alaikum Azul, bonsoir. N'accule jamais un chaton en brandissant un bâton, parce qu'il deviendrait un tigre qui te sauterait à la gorge. C'est la sagesse contenue dans ce vieux dicton chinois que les potentats enflés de morgue ne comprennent qu'au moment de leur lynchage ou quand ils n'ont plus d'autre choix que de fuir leur pays. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre pays. Si ce régime qui règne sur les destinées algériennes depuis l'indépendance était doué de la moindre intelligence, de la moindre disposition à préserver sa propre pérennité, sa propre survie, il aurait fait en sorte de ne pas étouffer toute forme de contestation, comme il l'a fait. Il n'aurait pas réduit la société tout entière au silence. Il n'aurait pas fait en sorte que la seule forme d'expression qui ait droit de citer soit la chita. Si les barons de ce régime avaient la moindre présence d'esprit, ils auraient tout fait pour qu'il y ait une véritable opposition, réellement représentative, qui puisse cristalliser et exprimer les aspirations et les frustrations de leurs électeurs. Cela aurait eu l'effet d'une soupape de sécurité qui laisse s'échapper le trop-plein de pression, comme dans une cocotte minute, en ébullition. C'est le même principe des forces anti-émeutes quand ils encerclent des manifestants trop nombreux. Ils leur laissent toujours une échappatoire. Quand ils donnent l'assaut et qu'ils laissent libre cours à la brutalité de leurs soudards, les officiers des escadrons font toujours en sorte de laisser une ruelle libre par laquelle 99% des manifestations peuvent s'échapper. Et quand il n'y a plus que quelques dizaines de manifestants, alors ils ferment la nasse et les prennent pour les traduire en justice et se servir de cette répression pour dissuader d'autres mouvements du genre. Ces méthodes sont le b.a.-ba de la gestion des foules, comme ils disent, eux. Mais le régime algérien, qui maîtrise avec un art consommé de la manipulation la répression des manifestants, est cependant trop fruste et trop imprévoyant pour comprendre qu'il est dans son intérêt de ne pas acculer le chat, le chaton, s'il ne veut le transformer en tigre qui finira immanquablement par lui sauter à la gorge. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Algérie. Nous assistons à des formes d'expression nouvelles, fortes, parfois même violentes, qui viennent compenser l'absence de démocratie et de représentativité. Parce que leurs supposés représentants ne sont que des nervis du régime, désignés par la fraude électorale, juste pour donner le change et faire croire qu'il existe des institutions dans ce pays. Parce que les seuls qui ont le droit de parole dans les médias et les tribunes de toutes sortes ne sont que des chiatines qui passent leur temps à saliver sur les mérites de leur faramatoum. Parce que l'accession aux espaces d'expression n'est permise qu'aux alliés naturels du régime. Parce que les associations dites de masse, syndicats, familles dites révolutionnaires et autres représentations d'opportunistes, de lécheurs d'assiettes, qui ne représentent que leurs propres intérêts, se sont transformés en garde-chiourme de l'opinion publique et en aboyeurs du politiquement correct qui accusent de harki quiconque ose dénoncer leur maître. Alors, les Algériens ont pris le maquis de l'expression politique. Ils sont sortis des sentiers battus que le régime leur a aménagés pour les réduire au silence des agneaux. Et parmi ces nouveaux champs d'expression politique, en plus des réseaux sociaux, de la harga, le plus fort, le plus sonore, le plus audible pour une jeunesse désespérée est le stade. Depuis
lequel des chants engagés fusent désormais, mais aussi des stigmatisations du régime, des invectives, des colibets et parfois des tombereaux de grossièreté. Et M. Yahya, le Premier ministre, a eu l'occasion de l'éprouver à plusieurs reprises et de mesurer sa véritable popularité par ailleurs, exprimée par des jeunes qui le lui ont hurlé en des termes très crus. Et ce n'est que justice, d'une certaine manière. Le régime a tout fait pour encadrer les stades, pour faire du football l'opium du peuple, pour l'anesthésier, lui faire oublier la misère, l'oppression, la corruption, le hagra, le ravage de tout un pays par une forme de prédateurs voraces. Il a voulu faire sienne ce principe de l'Empire romain à l'endroit de sa populace, dans l'heure du pain et des jeux, mais il aurait mieux fait de laisser aux gens un véritable espace d'expression politique. Maintenant, c'est trop tard pour lui. Le train de la colère est parti et il ne s'arrêtera plus qu'au terminus, à la gare de la Libération. Aujourd'hui, supporters, football, ras-le-bol et colère, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Honoren. Merci Idir, bonjour. Bonsoir, M. Benchelouf. Idir Honoren, notre ami qui est analyste politique. Hafid Darraji avec nous au téléphone, journaliste sportif. Hafid Darraji, merci d'être des nôtres. Merci à vous, c'est Jamal. Bonsoir à votre invité et à tous les téléspectateurs. Merci. Hafid Darraji que nous allons libérer après quelques minutes parce qu'il a un match à couvrir justement dans quelques minutes. Depuis le Canada, l'Arbi Zouemia, analyste politique. L'Arbi Zouemia, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype. Salam alaikum, Mazoul Filak, si j'aime. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, nous allons commencer par Hafid Darraji. Hafid Darraji, cette histoire qui a défrayé la chronique ces derniers jours au sujet de Saddam Hussein, de l'équipe d'Irak, qui a fait le buzz, y compris en Irak, qui a soulevé un véritable tollé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les stades algériens sont devenus vraiment des chaudrons depuis lesquels s'exprime une jeunesse par trop frustrée. Et M. Ouyahia l'a appris à ses dépend, il n'y a pas longtemps. Hafid Darraji. Bonsoir encore une fois, bonsoir. Bien sûr, le stade aujourd'hui en Algérie est devenu un lieu où les jeunes respirent en disant ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas organisés, ils veulent s'exprimer, ils expriment beaucoup plus avec leur chant, et ils expriment leur mépris pour ceux qui le gouvernent. Ils chantent le désarroi, ils chantent la méfiance, ils chantent la douleur. C'est là où ils s'expriment, c'est là où ils expriment leur rage, si on ose dire ça. Beaucoup plus parce que ces gens-là ne sont pas encadrés. Sauf en tant que supporters. Si on revient à cette histoire de l'USMA d'Alger contre l'équipe irakienne, si vous allez revenir pour voir les anciennes vidéos, vous allez trouver qu'il y a un chanteur, qu'il y a quelqu'un qui est un poète, quelqu'un qui crée les mots et les chants. Donc, c'est bien organisé, ils ne disent pas n'importe quoi. Donc, ça reflète quelque part une réalité qui existe dans notre société. Aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent plus s'exprimer, les personnalités ne peuvent plus s'exprimer dans leur parti ou bien dans les chaînes de télé ou dans les différents médias. Regardez ce qui se passe dans la majorité des médias en Algérie. On ne voit pas les gens on voit pas les opposants du pouvoir, on ne voit pas l'autre avis, on ne voit pas les partis politiques, on voit uniquement ces compagnies qui s'expriment pendant des heures et des heures dans les différentes chaînes. Donc les jeunes Algériens s'expriment dans les différentes tribunes, que ce soit à Alger ou ailleurs. Ils chantent leur mépris, comme vous l'avez dit, leur désarroi, leur méfiance.
la douleur. Avec Daraji, je ressens. C'est des comment slogans à c'est... caractère. Mais comment s'est produit ce phénomène? Comment ces jeunes se sont-ils emparés de ce créneau, si je puis dire, pour s'exprimer avec autant de force? Je rappelle que jusque-là, les seules chansons qu'on entendait dans les stades, c'était Jibouaya Loulet, groupe Bahara, c'était Rabat Driassa Mabrouk Alina, Hadal Bidaya, Mazal, et autres chants mièvres, un temps soit peu. Mais là, c'est du fort, c'est du vigoureux, c'est du costaud, c'est de la dynamite. Et ça va jusqu'à des niveaux vraiment où c'est l'invective, les colibés, et j'en passe, mais à tel point que nous ne pouvons pas passer nombreuses nombreux de ces chants politiques, de ces gens engagés, tellement que c'est quasiment obscène. Malgré cette particularité, cette spécificité dont vous parlez, il ne faut pas oublier que ce n'est pas nouveau. Ça a commencé, je pense, depuis les événements d'octobre 88. Depuis les années 90, ça a commencé avec un style, elle a pris une autre tournure avec le temps. Donc, c'est pas nouveau. Les stades algériens ont commencé à parler d'eux à partir des années 80, depuis 88. Aujourd'hui, les slogans ont changé. Ils ont pris un caractère politique beaucoup plus. Donc, ils chantent même sur ceux qui les gouvernent. Donc, le caractère d'aujourd'hui a changé. Et puis, le pouvoir est intelligent. Ils disent, vaut mieux le laisser dans les stades. Quand il termine, il rentre chez lui. Donc, sinon, il va sortir dehors. C'est très intelligent de la part des pouvoirs publics de les laisser comme ça. Et puis, les stades aussi dans le monde entier, ils sont comme ça. Peut-être chez nous, il y a une certaine particularité. Les jeunes Algériens ont beaucoup de soucis. Les jeunes Algériens ne sont pas encadrés. Les jeunes Algériens, ils veulent s'exprimer parce qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui, tu ne peux pas lui fermer la bouche. Il a envie de dire non. Il a envie de dire j'en ai marre. Il a envie de s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer. Il faut l'encourager, pas dans les stades bien sûr. Il faut l'encourager et l'encadrer à travers les associations, le mouvement associatif, les partis politiques. Même l'État aussi doit s'impliquer pour canaliser, pas pour l'empêcher de parler, mais pour le canaliser et cultiver cette culture quelle culture d'expression, beaucoup plus. Mais Hafid Daraji, vous qui avez une grande proximité avec les stades, et c'est peu dire que de le dire, comment se confectionnent ces chansons? Est-ce que c'est fait par les comités de supporters? Parce que c'est très étrange que des jeunes arrivent par dizaines de milliers et qu'ils entendent ensemble un même chant du jour au lendemain qui n'était pas du tout connu. Ça veut dire qu'il y a de la préparation, il y a derrière quelque chose qui se concocte, qui se prépare, qu'un parolier, une musique et tout le reste. Je vous ai dit tout à l'heure, ça a commencé depuis la fin des années 80. Mais ça a commencé à s'organiser depuis quelques années. Ils ont vu ce qui se passe ailleurs avec l'Altras qui met le monde en Égypte, dans le monde arabe. Si je reste uniquement dans le monde arabe. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle Altras. C'est un comité, vous l'appelez de supporters ou bien du quartier. C'est un comité avec un chef, ou bien avec des chefs, et qui sont là, et ils n'ont rien à faire. Et souvent, ils n'ont pas de boulot. Donc, ils sont là uniquement pour suivre aujourd'hui le Facebook, lire les journaux, la presse sportive beaucoup plus, et écouter de bouche à oreille ce qu'ils se disent, et regarder aussi les chaînes de télé, les YouTube aussi. Aujourd'hui, le YouTube est très suivi. Donc, à partir de là, qu'ils aient des idées et les concrétisent avec des poèmes, avec des chansons qui deviennent des chants pour les différents supporters. Et ils commencent à apprendre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes avec le temps. Premier match, deuxième match, troisième match, tout le stade qui chante la même chanson. Donc, c'est un comité, c'est pas l'Altras qui m'a ailleurs, mais ça commence à s'organiser de cette manière. Ils ont un chef et des sous-chefs aussi, ils sont bien organisés. Ils se déplacent ensemble aussi. Et ils louent des bus pour se déplacer, des voitures aussi pour se déplacer. Et ils ont un mouvement qui est là. Je ne pense pas qu'il y a une liaison avec un parti politique ou bien avec une partie. C'est des jeunes
qui chantent comme ça, comme je l'avais dit, qui chantent leur désarroi et leur mépris pour ceux qui les gouvernent. Merci, Hafid Darraji. Bonne fin de soirée. Au plaisir Merci à vous. de vous revoir. Idir, d'abord, j'aimerais rappeler quelque chose. Ça veut dire que, contrairement à ce qui paraît, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Moi, je me rappelle de quelque chose que peu d'Algériens connaissent, parce qu'ils ne sont pas aussi vieux que moi et que vous, par la même occasion. Mais ça vous a pas plu, ça, hein? Non, non, pas du tout, j'apprécie. Mais sinon, moi, je me rappelle Boumedienne, lors d'un match JSK, je crois que c'est Coupe 1977, la d'Algérie. finale de la Coupe d'Algérie, oui, oui. tout à Voilà. fait. Et alors, Il a été humilié. on n'a jamais vu ça. À l'époque, Boumedienne, c'était le totem. Personne n'osait. Il faisait peur à tout le monde. Alors, tout le stade qui se lève et qui se met à chanter Boumedienne, assassin, Boumedienne. Je me rappelle que la télé, ils ont été tellement pris de court qu'ils n'ont pas coupé le son. Et que Boumedienne est quasiment rentré dans son fauteuil. Et c'est après, par la suite, que toutes les équipes ont été rattachées au secteur public. Où JSK est devenu JET, Oui, tout à fait, Jeunesse électronique, oui, tout à fait, CRB est devenu Shabab mécanique, etc. Ça a précipité la réforme. Donc c'est pas La vraiment réforme nouveau. sportive. Non, c'est pas nouveau du tout. Mais pendant longtemps, ils ont réussi à les anesthésier. Padem and circenses, du pain et des jeux, hein, donnez-leur du pain et des jeux. Et on avait des chansons mièvres, genre Groupe al-Bahar, Ajibouha ya l'oulad, Rabah Driassa, Mabrouk Alena, Hadi al-Bidaya, des chansons comme ça, toutes gentillettes. C'est des chanteurs organiques, donc il n'y a pas trop de Mais là, c'est le gros, c'est quasiment une déclaration de guerre. Pourquoi, d'après vous, pourquoi les jeunes en sont arrivés à s'organiser quasiment en parti politique d'expression pour dire ce qu'ils sont en train de nous dire? Tout à fait. C'est-à-dire que les stades maintenant ne vibrent plus aux exploits sportifs. C'est devenu le réceptacle de la contestation à la fois politique, sociale, culturelle. Il y a un malaise, un exutoire carrément. Et j'oserais même dire une belle contestation. La GSK, c'est vrai, en 1977. Mais il faut dire que le sport, si on revient un peu en arrière, avec l'équipe du FLN, de football. Oui. Le football, il agrège tout. Oui. À partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a de la contestation politique. L'équipe FLN, vous voulez parler de cette oui. fameuse désertion des joueurs qui étaient dans les équipes de France. Tout à fait, tout à fait. Ils ont tous tout à fait. déserté en même temps pour rejoindre l'équipe du FLN. Et ça a fait un scoop mondial. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et puis les tribunes maintenant, c'est devenu, je dirais, un tribunal politique, où la jeunesse algérienne exprime son désarroi, son malaise, sa frustration, ses angoisses et ses manques de perspective. Et là où je vous rejoins dans l'édito, quand vous avez dit le pouvoir n'a pas eu l'extrême intelligence, et on a eu à le dire souvent, d'émanciper les populations. C'est un problème d'émancipation aussi. Et à partir de ce moment-là, le stade devient, vous savez parler des Grecs, de l'agora grecque ou du forum romain. Oui. C'est là où tout le monde s'exprime, dit son saoul, son ras-le-bol, ses frustrations, ses angoisses. Il y a une triade en Algérie où il ne faut pas parler. C'est la politique, la religion et la sexualité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts. À partir du moment où tout est renfermé, c'est toute la société. C'est toute la société qui est bloquée. En plus, en Algérie, comme vous le savez, bon, politiquement, ça ne va pas, il n'y a pas de perspective. Ils n'arrivent pas à s'organiser. Le pouvoir se restructure de manière autoritaire, et je pense que vous l'avez dit au niveau de l'édito. Qu'est-ce qui reste à ces jeunes-là? Heureusement que ça reste confiné dans les stades. Parce que là, on passe d'une contestation verbale, comme ça, articulée, politique, qui exprime un malaise, un mal-être. On risque d'arriver à un autre type de contestation. Le souci est là. C'est-à-dire, cette jeunesse, elle peut sortir du cadre normal de fonctionnement d'une société. Elle peut aller à la violence. Mais c'est un peu le cas, puisqu'il y a une violence verbale. Par exemple, aujourd'hui, ces chants que tout le monde salue, elles pêchent néanmoins d'un côté leur obscénité. Et vous savez que nous, avec notre culture, etc., culture de la pudeur, alors dans les stades, on dit des choses trop crues, qui font du mal, même Yahya, quand il a été interpellé, ça a été un peu dur. Hein? Même sa propre mère a été interpellée. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que même dans les discours, là, M. Deradji, je pense, il disait, c'est des petits jeunes comme ça, remarquez que c'est 5-6 strophes. Oui. Mais le souci
tant que le pouvoir et même on va dire les corps intermédiaires non clientélisés, les gens dans le milieu associatif libre, ne comprennent pas le message. C'est un message d'une profondeur extraordinaire, Oui. avec un parler algérien que le jeune de Sidi El Houari, ou de Bab El Oued, ou du Sendé, ou de Harrach, ou du cours de la Révolution à Annaba comprend. Et puis de la lucidité politique. Oui, tout à fait. Il parle par aphorisme. Il y a même une 5-6 strophes sur les mandats, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, oui, le cinquième oui, du président de la oui, République. oui. C'est toutes ces questions-là. Ça reste au niveau maintenant de la verbalisation. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est une soupape de sécurité. Mais c'est la Exact. verbalisation. Absolument. On est d'accord. Ça permet à la société de respirer, de ne pas exploser. Pourquoi aussi, M. Benchenouf, c'est que le pouvoir a été incapable de mesurer et de se dire comment je vais capter la demande sociale de ces jeunes. Comment je vais demander leur désir de liberté, cette demande de liberté supplémentaire. Comment je vais devancer ces aspirations économiques, culturelles, sociales. Comment la société doit fonctionner. Le régime semble avoir trouvé la panacée puisqu'il leur envoie Ould Abbas leur parler du lion de la savane qui regarde à 360 degrés et qui donne un coup de patte. Oui, c'est toutes ces questions, c'est intimement lié à la politique de l'État. Et puis ces jeunes-là, dont vous l'avez dit aussi, je ne sais pas si M. Dalati ou vous avez dit, le regard condescendant qu'ont les dirigeants sur ces jeunes-là. Oui. Oui. C'est-à-dire une espèce de mépris. Oui. Alors qu'ils sont complètement dans la vérité. Si vous Absolument. regardez la sémantique, c'est des rappeurs extraordinaires. Absolument. Moi, ça reste plus maintenant au Absolument. stade du rappeur. Oui. S'il y a des déclencheurs, Oui. C'est vrai. le danger est là aussi. Donc, Oui. C'est des diseurs. C'est des gens qui disent les choses. tout à fait, parce que le côté bon enfant, ça peut se trouver, Oui. mais je n'y crois pas trop, quoi. Nous allons écouter quelques extraits d'une de ces chansons, puis nous allons accueillir l'Arbi Zouémia. Arbi Zouémia, ce sont quand même des paroles très fortes. Ils parlent du 5e mandat. Moi, j'ai été ému quand ils disent « Mellina al-Maïcha Hadiya ». C'est terrible que des dizaines de milliers de jeunes vous chantent ça. C'est incroyable, l'Arbi Zouémia.
C'est-à-dire la foule, il faut étudier tout simplement la foule. La foule, généralement, la foule a ses meneurs. Donc même académiquement, j'étais un directeur d'un centre de formation de jeunesse, donc dans ma jeunesse avant de quitter le pays. La foule a ses meneurs. Et ces meneurs-là, certainement, ils puissent certainement de références politiques, sociales d'une situation donnée et ils essaient de la transposer au niveau des stades. D'autres éléments de la foule se voient un petit peu emportés dans une hypnose où ils subissent un petit peu ce qu'on appelle les mots d'ordre des meneurs. Maintenant, comment on mesure, nous? Ce n'est pas parce que toute la foule, elle chante de la même manière. Toute la foule a adhéré à des slogans. Elle a adhéré à des slogans, ce degré de réceptabilité, de recevabilité, de réception chez la foule, il est spécifique à l'Algérie dans une culture de supporterisme footballistique qui est un petit peu inédit. Ça veut dire la réceptabilité des gens dans la foule à des mots d'ordre laisse entendre justement une compensation qui s'exprime parce qu'il y a un déficit social, un déficit culturel, un déficit économique, un déficit financier et un déficit sentimental aussi. Donc, la défaillance de la société dans la prise en charge des jeunes surtout, elle se traduit au stade par une réception de la foule au slogan de meneur. Ce n'est pas toute la foule qui connaît la chanson, certainement. Et à un moment donné, on assiste à des dépassements parce qu'il y a une expression violente aussi dans les mots, dans ce qu'on appelle des mots obscènes ou dans un comportement violent, parce que la foule à peu près, elle est frustrée, la foule elle est là, elle vient, elle a une seule journée dans la semaine, dans les 2 semaines, pour compenser les choses qui lui manquaient dans la vie quotidienne. Le stade algérien actuellement, c'est un stade exceptionnel. Et c'est du supporter exceptionnel. Et on assiste parfois à des dérapages gravissimes où même le spectateur ne mesure pas la portée. Et de voir par exemple des invités qui sont venus d'Irak, des gens c'est une équipe invitée qui est venue jouer un match de football. Certainement, il y a une bataille identitaire dans le match de football. Il y a ce qu'on appelle une guerre, il y a une organisation archaïque dans l'expression. Mais Narbi Zouemia, excusez-moi de vous interrompre. Quand vous parlez de slogans, de foule, de meneurs, de donneurs d'ordre, d'après vous, qui compose ces chansons, ces slogans? À plus forte raison que c'est très interpellant, puisque ce sont des paroles vraies, c'est des paroles de colère, c'est des paroles de ras-le-bol, ce ne sont pas des orientations partisanes, idéologiques. Nous assistons à de la dénonciation, à des gens qui expriment un véritable ras-le-bol. Or, qu'est-ce que vous entendez par meneur, donneur d'ordre, faiseur de slogans? Non, je n'ai pas dit donneur d'ordre, j'ai dit meneur. Meneur, la société a ses élites aussi. La société a ses élites qui définit un petit peu, qui définit ce qu'on appelle le topo, qui définit un petit peu le patchwork, qui définit le lexique. Comme la foule aussi a ses élites. Ses élites, c'est les meneurs. Ces élites, c'est les meneurs, parce que dans toute foule ou dans toute marche, il y a un intelligent ou des intelligents qui prennent la parole. Parce que peut-être c'est des bons orateurs, ils ont préparé déjà un texte, ils ont ce courage-là de mener. Et la foule aussi ne peut pas échapper. Maintenant, la réceptabilité, justement, ce ne sont pas tous ces gens-là qui sont rencontrés quelque part pour venir chanter de la même manière. Mais justement, quelque chose d'exceptionnel chez nous, c'est cette recevabilité du message. Les gens adhèrent. Les gens adhèrent qu'il y a quelqu'un à Al-Mouradia qui fout la pagaille. Donc c'est ça, on la mesure à ce niveau-là. Ce n'est pas parce qu'on peut échapper aussi à certaines études internationales qui gèrent justement, qui étudient la foule. Nous avons une foule, comme tout le monde. Le match de football, c'est une bataille identitaire. C'est Mouharibi Sahara, c'est les monstres de Nairobi. C'est justement, c'est cette volonté de dominer, cette volonté de se montrer, cet ego en nous un petit peu, de montrer que nous sommes les meilleurs. Certes, ça c'est commun à toutes les nations presque. Mais chez nous, il y a certainement, on remarque toujours, surtout dans cette autonomisation de la frange d'âge des petits, qui versent aussi dans ce peine, qui versent aussi dans leur pratique, dans leur agressivité, ça sous-entend
qu'on a actuellement une jeunesse qui souffre réellement, et on la mesure justement par ce degré de réceptabilité, pas par un degré d'invention. Certainement, les gens qui ont fait des chansons sont très intelligents. Ils ont essayé de ramener les kalimat al-mliha, de faire des bonnes comparaisons, de ramener même hatta tune, soit de la mélodie mliha. Mais une foule comme ça, elle s'organise à peu près. Nous la voyons qu'elle s'organise, elle s'étale en quantité, elle s'étale en le temps, elle s'enchaîne en fréquence, et c'est ça ce qui démontre réellement que nous avons une jeunesse qui n'a pas réellement des activités sportives, qui n'a pas là où des lieux de distraction, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'avenir. Et restez avec nous, l'Arbi Zouaimia, je reviens à vous dans un petit moment. Idir Honorol. Je ne partage pas l'avis de M. Zouaimia quand il parle des foules et qu'il parle de meneurs et de donneurs d'ordre. On a eu à dire tout à l'heure que la sémantique du discours en lui-même est une sémantique tellement populaire. C'est le franc algérien. Il y a des mots en français, des mots en arabe. Regardez ce que vous avez passé sur le 5e mandat. Il doit y avoir des gens qui composent ces chansons. Oui, mais c'est des jeunes qui sont... Elles sont peut-être Ouais. pas spontanées, mais c'est des jeunes qui les composent. Moi, je suis intimement convaincu qu'il n'y a derrière aucune manipulation. Si manipulation il y a eu, ça a été le pouvoir lors des événements, lors du match retour contre l'Égypte à Durban. Oui. Là, oui. Alors dans ce cas-là, la gestion des foules, etc., c'est bon pour eux. Oui. Mais là, dans l'expression, il faut que dans la base de la discussion, je ne suis pas sociologue, il a infiniment plus d'expertise, ça paraît évident, c'est que c'est la politique qui s'invite au stade. Le stade n'a rien demandé, la foule n'a rien demandé, M. Benchelouf. Et c'est les téléspectateurs qui convoquent les politiciens. C'est exactement ça, M. Benchelouf. C'est la politique qui s'est invitée par l'intermédiaire de ces groupes de jeunes qui expriment une frustration, qui expriment leur désespérance, qui expriment leur mal-être, leur angoisse, leur frustration. Encore heureux qu'il n'y ait pas d'incident. Et moi, à la place du système ou de la matrice ou des gens qui sont des idéologues du système, ils devraient écouter les messages extrêmement politiques. Oui. Ce qui voudrait dire... D'où vient cette propension à user de mots obscènes, ce qui fait que, d'une certaine manière, ils cadenassent un peu leur propre discours, puisque dans une société comme la nôtre, où la pudeur est érigée en totem, Tout à fait, ça je vous boucle... dire ça, C'est dommage, parce que j'ai joué un peu au football et j'allais au stade aussi. Il y a toujours eu des petits noms d'oiseaux, je veux dire, dans les stades, GSK Mouloudia. Est-ce que ça s'explique seulement par la colère ou Non, ça c'était une autre époque, d'autres temps et d'autres mœurs. D'accord. Mais là, vu ce qu'a proposé le système depuis 20 ans, il n'a produit que de la désespérance. Et là, la colère est en train de monter. Et comme M. Zouaimia dit que les foules, elles répondent à des donneurs d'ordre, pas donneurs d'ordre, des meneurs. Moi, je suis intimement convaincu qu'il est en contradiction avec ce que disait M. Hafid Daraji auparavant, quand il disait que c'est des jeunes qui se réunissent, etc., qui s'organisent. Mais c'est le rap algérien. Ils expriment un mal-être, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Mais heureusement qu'ils le font de manière démocratique. Il n'y a pas beaucoup de violence dans leurs propos. Oui. Si vous voyez les slogans sur le 5e mandat, traduit en français, par exemple, c'est tout à fait banal. Mais c'est d'une banalité extraordinaire. Ça mais passe, l'architecture du mot, la rythmique au niveau du son, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je les félicite. Mais pourvu que ça n'aille pas vers de la violence. Monsieur Daradji disait, il faudrait peut-être qu'on les encadre, etc., etc. Mais bien évidemment qu'il faut les encadrer. Bien évidemment. Mais il faut que le pouvoir comprenne une chose. Cette colère qui, pour le moment, est douce et soft, ça peut nous emmener vers des dérapages graves. L'Arbi Zouaimia, à votre avis, est-ce que d'abord vous souhaitez répondre à Idir Honorol avant que je vous pose la question? J'aimerais bien, moi j'ai pas dit donneur d'ordre, j'aimerais bien qu'on se limite à une précision. Je n'ai pas dit donneur d'ordre. Meneur. Non, j'ai pas dit donneur d'ordre, j'ai dit meneur. Oui. Tout à fait normal, une foule à une autre. Je ne sais pas si monsieur Idir connaît la dynamique de groupe ou connaît que ça veut dire une foule. La gestion de foule, la description de la foule, la composition de la foule, les relations entre les éléments de la foule. Justement, il faut étudier. On ne peut pas donner à tout politique. Il faut un peu de géométrie, monsieur Idir. Un peu de géométrie. Nous sommes d'accord. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Nous sommes d'accord sur une situation. Nous sommes d'accord. Il faut pas. Nous sommes d'accord que la situation, elle est mauvaise. Justement, nous essayons de comprendre un petit peu cette foule-là et
les mots obscènes, vous avez Est-ce cité que les vous mots ne pensez obscènes. pas, l'Arabie Zémia, est-ce que vous ne pensez pas qu'en qualifiant ces jeunes de foule, vous entrez un peu dans une sorte de négativisme, j'allais dire presque de mépris? Pourquoi ne pas dire cette jeunesse, ces jeunes, ces supporters foule, Non, la foule me foule- semble un peu avoir une connotation quelque peu péjorative. Écoutez, la foule, dans le stade, la définition de Flaubert, c'est une foule. Flaubert considère que dans un stade, c'est-à-dire dans un périmètre donné, il s'agit d'une foule. C'est pas une jeunesse, la jeunesse c'est tout le monde. Mais il s'agit d'une foule qui est là, qui est en train de regarder un match. C'est une foule. On peut dire que la foule a de bons instincts. Certainement. La foule, c'est le vox populi. Et c'est le vox dei. Certainement. C'est ce qu'on Vox Dei, appelle. pas souvent. La Vox Populi, peut-être. Je vous Vox disais le Populi, Vox Populi, Vox Populi. d'accord, Vox Dei. La voix du peuple, d'accord, la voix de Dieu, non. Voilà, tout simplement. C'est correct, mais il y a un modus vivendi entre les éléments de la foule qui expriment quelque chose. Nous estimons que l'intensité, justement, vous avez parlé de mots obscènes, le mot obscène c'est quoi? C'est une violence, mais elle n'est pas physique, justement parce qu'il y a une stratification de l'intensité qui s'exprime au fur et à mesure, qui le reflète ce qui se passe dans la société. L'utilisation de l'obscénité, il fallait pas le faire, mais cette obscénité, elle s'exprime comment? Elle s'exprime dans son caractère à peu près de dégoût, son caractère de rejet total. Et les gens, peut-être, à ce moment-là, n'avaient pas d'autre choix que d'aller à l'extrême en prononçant des gros mots. C'est ça. L'obscénité, c'est une intensité, et c'est une intensité dans l'expression d'une foule. Maintenant, on chante le lucide, le bon parler, le bon parler, ok, la foule dit le politique, ok, mais à un moment donné, la foule aussi peut aller à l'extrême au point où elle fait des dégâts aussi, comme ce qui s'est passé avec les Irakiens, parce que les gens ne savent pas pourquoi on insulte les Irakiens. Même si les gens ne savent pas exactement le degré de leur geste, mais justement, nous pouvons dire que notre société, non seulement le pouvoir, notre société qui est oisive, qui alimente la rente, aussi, elle vit une problématique gravissime. Pourquoi je dis la foule? Laissez-moi surtout ça. Les gens sont partis à Constantine. Les gens qui sont partis à Constantine, le Mouatana, ok. Les Mouatana sont partis à Constantine pour discuter avec des gens. On considère que les gens c'est une élite qui a un programme, qui a des dires, qui a un texte, qui a une conception, qui a un programme à livrer. Il n'y avait pas de réceptabilité, il n'y avait pas de réception. Ça n'a pas été réceptionné par tout simplement, il y a des embûches du pouvoir ou encore de l'énergie de la société. Au stade, c'est autre chose. Elle est libérée. Elle est anonyme. Ce n'est pas parce que il y a une personnalisation justement de loin. Certains bonhommes agissent en fonction des personnes qu'ils voient ou ont à peu près un jugement. Mais dans la foule là, c'est anonyme. Les gens se rencontrent de partout. Il y a 3 ou 4 qui ils enchaînent et c'est comme ça. Et ce qui nous importe, nous, c'est justement la beauté. Mais c'est pas la beauté, l'exceptionnalité du feedback. C'est ça l'expérience du feedback qui exprime réellement que les gens adhèrent à des slogans, à une situation, à un topo, à une description de situation, parce qu'ils la vivent. Ils la vivent. Et restez avec nous, l'Arabie Zémia, nous allons... De leur vécu quotidien. Et nous allons revenir vers vous. Nous allons écouter quelques autres paroles. Petite... Là, c'est la fameuse rencontre avec l'Irak qui a entraîné ce que nous savons, qui a mis l'Irak sans dessus-dessous. Nous allons écouter.
moi, si j'étais au Yahya ou le Abbas, je serais mort de peur. Peut-être, oui. Mais sinon. Donc, on voit que c'est comme si ces jeunes prenaient maintenant conscience de leur force, de leur union, de leur nombre, dans le même temps que le régime prend enfin conscience qu'il a trop longtemps privé la cocotte minute de sa soupape de sécurité. Vous pensez que ça pourrait déborder un jour? Bon, c'est évident que c'est un risque. C'est un risque que ça déborde, bien évidemment. Si rien n'est fait, on vit dans un climat délétère. Il y a les corps intermédiaires qui se mettent de la partie, là, actuellement, pour le 5e mandat. L'espace économique est verrouillé. Une bourgeoisie comprador. Aujourd'hui, on nous annonce que le président de la République finalement autorise le partenariat public-privé. Aujourd'hui, suite aux incidents qu'il y a eu, enfin aux désaveux qu'a subi M. Yahya, puis pour en revenir à cette jeunesse-là qui n'a pas d'espérance et qui n'arrive pas à se projeter, à se construire un futur qui serait agréable à vivre, dans un pays agréable à vivre, c'est toute la société qui est malade et le pouvoir ne s'en rend pas compte. Et quand il parle du 5e mandat, encore une fois, c'est pour quel projet? Il propose quoi, le président de la République ou les idéologues du mouvement? Et quand on fait l'analogie avec la gestion des foules ou les foules, je voudrais dire à M. Zouaibia, il y a une mise sous condition psychologique des foules aussi. Moi, je n'ai jamais dit que les jeunes Algériens d'Oran, de Constantine, d'Annaba, d'Alger, parce que c'est Alger où la plus grosse sémantique concernant les slogans se fait, s'élabore. Il n'y a personne qui est derrière. Moi, je pense que c'est l'expression de leur ras-le-bol, de leur malaise, et on aurait attendu aussi nos sociologues qui se penchent pourquoi le politique s'invite-t-il sur un stade. Il nous a expliqué l'arbitre pour nous dire il fait la différence entre donneur d'ordre et meneur. Ça veut dire que ces meneurs peuvent être des leurs. Les jeunes ont leurs propres chefs qui leur font des chansons. Oui, non, maintenant en termes d'organisation, ils peuvent être ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent aussi à exprimer leur ras-le-bol. Et en plus, le système et le pouvoir n'a pas réussi à émanciper les populations. Sans être un peu dans la haute culture, le pouvoir doit comprendre qu'il doit faire du Gramsci sans Staline et du Gramsci sans Trotsky. Tout par la culture. Il faut qu'on s'émancipe, il faut que les jeunes trouvent des raisons de rester dans leur pays. C'est toutes ces questions-là, c'est le mal-être, c'est le malaise. Et c'est sociologiquement, comment expliquer et pas simplement analyser, mais comment alerter les pouvoirs publics, les idéologues du système, les politiques, en disant qu'est-ce qui peut arriver demain? Que peut-on faire? Comment capter mais les demandes? justement, Idir, à un moment où, à 8 mois, moins de 8 mois des élections, on ne sait même pas ce qui va se passer. Le régime lui-même, qui a l'habitude de tout coordonner, de préparer ses comités de soutien et tout son cirque, le régime lui-même n'arrive pas à se décider après toute la purge qu'on connaît. À un moment où le président du Sénat fait une déclaration publique pour soutenir un sénateur qui a été inculpé pour corruption en flagrant délit, s'il vous plaît. À un moment où des sénateurs du RND, du FLN, du tiers présidentiel manifestent pour la libération du même sénateur. À un moment... En grève, plus grave. En grève, oui. À un moment où on nous parle encore de 5e mandat, où il y a des organisations de masse, de lécheurs d'assiettes, de piques-assiettes de tout genre, qui sont en train d'appeler au 5e mandat, pour qu'ils continuent à bouffer, à boustifailler. Et à un moment pareil, on voit que l'explosion est en train de mûrir, de se préparer, et il n'y a rien qui pointe à l'horizon. Ce régime continue d'être autiste. Il ne prépare aucune autre alternative. Il ne permet pas à l'espace public de s'ouvrir à de vrais gens. Les Ould Abbas continuent de nous parler du lion de la savane, les Naïma Salhi, les Ammar Ben Younes, les Ammar Ghoul, les Yahya, l'autre, comment il s'appelle, Sidi Saïd, et toute cette faune de prédateurs qui est là en train de mastiquer leurs 4 heures. Et ça ne change pas. Est-ce à dire que ce régime n'a pas encore compris qu'il est au bord de l'explosion? Le régime a tout à fait compris, et comme une expression consacrée depuis un an et demi, il se sent maître des horloges.
Mais ce que l'opposition n'a pas compris, ce que les élites n'ont pas compris, c'est que les égos de personnes, ou qu'ils interrogent leurs histoires personnelles, leur histoire de groupe de manière négative, on ne peut pas se constituer alternative en 7-8 mois. On doit aller vers la société. La société doit s'organiser. Regardez cette espèce de dichotomie. Les uns appellent à ce que l'armée assure la transition, l'armée dit non, on est encore au XXIe siècle. Et l'armée qui dit qu'elle n'assumera que son rôle constitutionnel, oui, oui. Alors que tout le monde sait que c'est l'armée qui est aux commandes depuis son Évidemment, sommet. mais au-delà que l'armée au-delà que l'armée soit aux commandes, vous voyez tout ce qui s'est passé. Il y a eu 5 chefs de région qui ont été les uns limogés, les autres mis à la retraite. Le directeur de la sûreté de l'armée a été limogé. La gendarmerie, le général Hamel. Des chefs de région. Est-ce que cela veut dire finalement que les gens qui sont partis étaient incompétents? Puisqu'on ne dit pas pourquoi ils sont partis, la méritocratie, l'alternance au pouvoir. Personne ne l'a dit en tout cas. Oui, mais pourquoi sont-ils partis? Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu un le grand mouvement. Il y a un communiqué récent qui parle d'alternance. Tout à fait. C'est alors que ceux qui ont limogé sont plus âgés que ceux qui ont été limogés. Tout à fait, tout à fait. Au-delà de ce problème de forme, ça veut dire que l'armée était à un moment donné incompétente, puisque mise à la retraite, limogée, ça veut dire qu'il y a une incompétence, quelque part. Oui. Comment peut-on le lire en citoyen basique? Le souci, c'est celui-là aussi. Et vu tout ce qui se passe actuellement, bon, ça laisse un avenir plus ou moins un peu sombre, quoi. Larbi Zouaimia, à votre avis, est-ce que ce régime va enfin comprendre, après ces derniers événements dans les stades, qu'il est de son propre intérêt, lui, d'ouvrir le champ politique et de laisser les Algériens enfin s'exprimer par le biais de vrais représentants autres que les Ould Abbas et compagnie? Ah, je pense pas que c'est un régime autiste, c'est vrai, je pense pas. Même le gouvernement, même l'APN, je sais pas ces forces qui constituent ce pouvoir, non, je pense pas, ils sont là, ils veulent déterminer le pays, ils sont dans une situation un petit peu de folie. Vous voyez, j'aimerais bien citer le cas du ministre de la Santé, c'est honteux, c'est et le monsieur, il est venu, ministre de la Santé, d'accord, tu fais une enquête, peut-être la responsabilité de la famille, de l'hôpital, on n'a pas pu juger, mais j'ai dit à la tfla, et vous savez que le monde animal est un monde gentil, ça veut dire que c'est la dame qui est allée chercher des noix aux scorpions. Exactement. Vous imaginez quelqu'un, un aristocrate dans les plaines de Jutland de Danemark en train de caresser un cheval blanc. C'est un professeur, mais c'est honteux. C'est comme si, comme on dit en latin, sutorne supra crepidam. C'est le cordonnier pas à la hauteur de la chaussure. C'est exactement ça. Et vous avez beaucoup d'exemples dans ce gouvernement. J'aimerais bien un petit détail dans la foule de supporters généralement, parce qu'il y a la spécificité généralement du football par rapport à la gymnase, par rapport au handball, par rapport au rugby qui est plus discipliné. Le football à peu près naît au sein des gens organisés. C'est presque des partis politiques où ils affûtent un petit peu leurs dictons, leurs slogans, leurs chansons qui sont toujours en permanence par rapport à un événement de football, et ils sont là parce que la foule n'est pas homogène aussi, c'est hétérogène. Et ce qu'on a vu comme passage maintenant dans le cas des Irakiens, c'est presque qu'il y a quelque chose et puis il y a un autre passage. C'est comme s'il y a un autre groupe qui est intervenu. Je suis désolé pour les Irakiens, je présente personnellement des excuses, il ne fallait pas aller à cette situation. On ne doit pas se mêler des affaires des autres pays, on ne doit pas humilier les gens, on doit s'occuper de notre pays. Notre pays a beaucoup de problèmes, mais on n'a pas de leçons à donner aux Irakiens. Nous défendons notre pays. Mais l'Arbi Zouaimia, c'est un stade qui s'exprime. Je crois qu'on n'a pas à dire à des supporters ce qu'ils doivent chanter ou pas. C'est venu comme ça. C'est l'état d'esprit qui règne. Les gens comprennent comme ils peuvent et ils s'expriment à leur façon. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, on ne peut pas aller devant les supporters et leur dire pourquoi vous avez dit ça, certainement. Mais ça donne une idée exactement qu'il s'agit. Notre pays est devenu l'auberge espagnole où tout se vend, bien sûr. Tout se vend. Qu'est-ce que cette littérature anti-chiite, d'où est-ce qu'elle est venue? Elle est venue de l'Arabie Saoudite, d'un wahhabisme qui est actif actuellement en Algérie. Il faut le
dire. Justement, on évite que notre pays, on a besoin de notre pays. Nous devons, c'est notre problème primordial, notre problème essentiel, le point d'orgue de notre préoccupation, c'est notre pays. Nous défendons ça, son identité, sa culture, son économie, c'est tout. Ses problèmes, son bâtiment, son environnement, le choléra, et d'un pouvoir mafieux aussi qui pille chaque jour. Mais encore une fois, j'aime bien que les gens, il faut que ça veut dire un invité qui est venu jouer un match de football, il se fait insulter parce qu'il est chiite. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Al-Arbi Zouemia, un dernier mot. Idir, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui, quoi dire? Moi, je pense que c'est des avertissements par rapport au fait que pour le chiisme, il y a eu des écarts de langage. Je partage un peu ce qu'a dit M. Zouemia. Il y a une liberté de conscience, une liberté de culte. C'est comme si chez nous, il n'y avait pas des chiites. Les forces chiites en Algérie prospèrent. Bon, évidemment, elles sont sous surveillance à ce niveau-là, mais comme vous l'avez si bien souligné, on ne peut pas empêcher, à partir du moment où il n'y a pas des inducteurs derrière, qui auraient un peu mis en orbite cette attaque en glorifiant Saddam Hussein et attaquer les chiites, moi je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que la politique arrive à... Parce qu'il n'y a pas d'espace dans la vie de tous les jours où les gens peuvent s'exprimer. J'imagine que si les gens pouvaient s'exprimer librement, ils feraient de la politique dans les tribunes politiques. Tout à fait. Ils ne les feraient pas dans les stades. Merci Idir Nouren, merci Hafid Daraji, merci Al-Arbi Zouemia. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair. Slama.